Je vais répéter quelques données. Je vois que ça y est, tout le monde est présent. Comme vous voyez avec moi, la vue panoramique, tout le monde est présent, c'est très bien. On est très sur, je ne sais pas combien vous êtes. Mais alors, je reviens et je vais recommencer dès le début pour que voilà, tout le monde en profite. Alors, aujourd'hui, c'est le 20 novembre 2020. C'est la séance numéro 2, programmation linéaire. On est encore dans le chapitre modélisation. Bien sûr, quand on parle de modélisation, on parle de la définition de trois composantes principales, à savoir les variables de décision. Pour définir les variables de décision, il faut analyser le problème et voir ce que vous pouvez contrôler. Et ça, c'est très important. Parce que si on ne réussit pas la formulation, ou bien la bonne formulation des variables de décision, on ne peut pas aller plus loin. Les deux autres composantes principales, à savoir la fonction objectif et les contraintes, dépendent étroitement de la bonne définition des variables de décision. Donc, il faut prendre son temps pour bien définir les variables de décision. Une fois que vous avez défini, il faut voir est-ce que vous avez bien répondu à cette question-là. Est-ce que vraiment vous avez défini des variables de décision qui vont exprimer des choses ou bien des données que vous pouvez contrôler? Il faut bien vérifier ce point. Si on ne définit pas correctement les variables de décision, donc les deux autres composantes ne vont pas être vraies. Pourquoi? Parce que la fonction objective, c'est répondre à la question qu'est-ce qu'on cherche à optimiser? Est-ce qu'on veut maximiser ou bien on veut minimiser? Mais une fois qu'on a la réponse, il faut l'exprimer comme étant une combinaison linéaire des variables de décision. Même chose pour les contraintes. Quelles sont les limites de nos ressources? Et kiff, il faut les exprimer en fonction des variables de décision d'une façon linéaire. Donc, vous voyez bien que tout dépend des variables de décision. Une bonne définition des variables de décision, généralement, nous facilite la définition des deux autres composantes principales. Et j'insiste sur les variables de décision, pourquoi? Et sur la modélisation, parce que c'est la phase où la machine, jusqu'à présent, d'après mes connaissances, ne peut pas remplacer l'homme. Ça, c'est la phase ingénieur, c'est la phase ingénierie, c'est la conception, c'est le génie logiciel, si vous voulez dire. Le génie logiciel, c'est sûr, je vais dire la partie conception. L'UML, c'est la partie algorithmique, mais c'est pas l'implémentation. L'implémentation, c'est une compétence, mais c'est pas la compétence principale pour un ingénieur. Et là, dans la programmation, la compétence principale, la plus importante, c'est la modélisation. Parce que la machine, on ne peut pas lui donner un texte, comme on a vu le problème, qu'elle va l'analyser, elle va définir les composantes ou bien les variables de décision, la fonction objectif et les contraintes. Or, une fois qu'on a le modèle, comme on a écrit les deux modèles la séance dernière pour modéliser le problème de fleuriste et le Dice Pub, les méthodes de résolution sont des algorithmes à appliquer qui vont nous donner la solution. Ce sont des algorithmes très bien définis. Donc, il n'y a pas de souci pour résoudre un programme linéaire. Le souci principal, c'est la modélisation. Et pour cela, puisque en face de moi, des futurs ingénieurs, donc il faut insister à cette partie-là. Après, donc, on passera aux différentes étapes. Mais sans trop tarder là, je vais revenir, je vais revenir aux exemples qu'on a fait. Le fleuriste, d'accord, et le date peuple. Bon, en passant
on rappelle qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est la programmation linéaire. Donc, la programmation linéaire, c'est l'allocation de ressources limitées de la meilleure façon possible. Donc, la meilleure façon est l'optimisation. D'accord? Parce que trouver, résoudre un problème et résoudre d'une façon optimale un problème, il y a une différence très importante. Et l'ingénieur, c'est celui qui résout les problèmes d'une façon optimale. S'il y a un profit, donc il doit maximiser le profit. Si la solution qu'il va proposer, elle est coûtante, donc on va payer, il y a un coût en termes de complexité algorithmique, en termes de mémoire, en termes de coûts matériels. Il faut essayer de trouver une solution avec le minimum de coûts. Je n'ai pas entendu vos voix aujourd'hui. J'espère que vous n'allez pas tarder à intervenir. Où on peut appliquer la programmation linéaire un peu partout. Euler a dit qu'il n'y a rien dans le monde qui ne se réalise sans la volonté de maximiser ou minimiser quelque chose. Donc de là, on voit que dans notre vie privée, on peut optimiser plusieurs choses et aussi dans tous les domaines d'ingénierie, de finance, de tout ce que vous voulez, il y aura toujours de l'optimisation. Les deux problèmes qu'on a fait. Mais alors, je vais revenir au problème que je vous ai donné à résoudre à la maison. Je remercie toutes les personnes qui ont été réactifs, qui ont fourni un effort et ils ont envoyé leurs travaux sur le Classroom. C'est extraordinaire parce que vraiment, pour bien réussir le module, il faut être actif, d'accord? Être actif, entre autres, par la présence, par la réactivité et en faisant les exercices que je vous demande à faire. Aujourd'hui matin, j'ai corrigé les exercices et j'ai envoyé quelques commentaires pour les gens qui ont soumis des travaux. Pour les autres, j'espère que vous allez donc prendre le train et commencer à travailler. Mais pour cet exemple-là, on voit bien que si je vais analyser le problème, et là, je ne vais pas le corriger mot à mot, je mettrai la correction détaillée sur le Google Classroom. Ce que je vais discuter avec vous, c'est la modélisation, c'est-à-dire les concepts. Et là, je suis prêt à échanger avec vous. Donc, s'il y a une chose qui n'est pas claire, je suis là pour vous répondre. Alors, un ébéniste fabrique des bureaux sous forme standard ou luxe. Des études de marché ont montré que pour l'année à venir, les possibilités de vente s'élèvent à 300 unités pour le modèle luxe et 400 unités pour le modèle standard. L'approvisionnement en bois est suffisant pour fabriquer annuellement 500 bureaux, quel que soit le type. Par ailleurs, le temps de fabrication d'un modèle luxe est le double de celui d'un bureau de type standard. La capacité annuelle de fabrication est telle que si tous les bureaux fabriqués étaient de type standard, on pourrait en fabriquer 700 au maximum. La vente d'un bureau sous le modèle luxe conduit à une marge unitaire sur coût variable égale à 700 et celle d'un bureau de type standard est égale à 500. On se propose de rechercher le problème manuel de fabrication conduisant au profit global maximum. Donc, quand on parle de profit global maximum, ça, c'est notre objectif. Donc, maximiser le profit. Si je reviens à tous les données là, tous les chiffres présents dans, dans les données là, je vois que réellement, on ne contrôle pas les possibilités de vente. Les possibilités de vente, c'est donné par une étude, voilà, des études sur le marché.
on ne le contrôle pas si on va lancer la production. Peut-être les gens qui travaillent dans le marketing pour l'année prochaine, ils peuvent modifier leur action de marketing pour augmenter la demande. Ils peuvent voir d'autres circuits pour augmenter la demande. Mais pour nous, si on va commencer à travailler avec ces données-là, donc ces chiffres-là, on ne les contrôle pas. D'accord? On ne contrôle pas l'approvisionnement en bois. Nous, en tant que fabricants, et là le problème, c'est un problème de fabrication, on doit se limiter à cette donnée. On a assez de bois pour fabriquer 500 bureaux, quel que soit le type. Donc, on ne contrôle pas ces données-là. Par ailleurs, le temps de fabrication d'un modèle luxe est le double de celui d'un bureau standard. Là, c'est une donnée. On ne le contrôle pas. Je ne peux pas fabriquer un modèle luxe avec la même durée que la fabrication d'un modèle standard. Techniquement, voilà, j'ai une donnée que je vais respecter. La capacité annuelle de fabrication est telle que si tous les bureaux fabriqués étaient de type standard, on pourrait en fabriquer 700 maximum. Kif, c'est une donnée. Donc, ce sont des données. Je vais les souligner en jaune, ce sont des données. Le mot double, ce sont des données dont je n'ai pas de contrôle. La vente du bureau luxe va me rapporter 700, une donnée. Standard, une donnée. 400 unités, c'est une donnée. 300 unités, c'est une donnée. Donc, il y a beaucoup de données dans ce problème-là. Il y a des données que je ne contrôle pas. Qu'est-ce que je contrôle réellement? Eh bien, je contrôle une seule chose. Ce que je contrôle, je vais l'écrire en vert. Voilà. La couleur verte, elle est là. Qu'est-ce que je contrôle? Eh bien, moi, je fabrique. Donc, si je fabrique, je vais décider est-ce que je vais fabriquer des bureaux sous forme standard ou bien des bureaux sous forme luxe. Ça, cette décision m'appartient. Elle appartient aux décideurs. Elle appartient à l'ébéniste. Donc, si elle lui appartient et il veut maximiser le profit, donc l'idée, c'est de prendre deux décisions possibles. Donc, la première décision, c'est combien décider au nombre de bureaux de type standard à fabriquer et décider au nombre de bureaux de type luxe à fabriquer. Deux décisions à prendre. Pour passer à un modèle mathématique, il faut quantifier. Il faut quantifier les décisions, donc il faut faire entrer les chiffres. Pour cela, on dit soit X1, le nombre de bureaux standards à fabriquer pour l'année à venir. Donc, l'année à venir, il faut, il faut la souligner, il faut la mettre. Bon, je vais la faire en vert parce qu'elle appartient à ma décision. Donc, s'il y a le facteur temps, il faut le mettre dans les variables de décision. Donc, mes variables de décision seront soit X1, le nombre de bureaux sous forme standard à fabriquer pour l'année à venir, et soit X2, le nombre de bureaux de type luxe à fabriquer pour l'année à venir. D'accord? Une fois qu'on a cela, on a ces deux variables-là, il faut revenir et définir donc la fonction objectif et les campagnes. Ce que je vais faire, je vais prendre cela, cet exemple, et je vais écrire les variables de décision. Donc, qu'est-ce qu'on décide? Donc, on a dit qu'ici, on a deux variables de décision, soit x1
le nombre de bureaux de type standard à fabriquer pour l'année à venir. Pour l'année à venir. À venir. Et bien sûr, on va définir une deuxième variable de décision. C'est la même chose, les mêmes données, sauf que la deuxième sera x2. Et au lieu de standard, on va parler du bureau de type luxe. Voilà, à fabriquer pour l'année à venir. Mais je vais vous laisser le soin de modéliser. C'est une indication principale. Si on a défini les variables de décision, pour revenir aux chiffres, formuler la fonction objective et formuler les contraintes. Pour gagner de temps, je ne vais pas même vous présenter la collection ni de la faire devant vous, mais au cours de la semaine prochaine, bon, on va dire le lundi, je vous laisse le week-end pour travailler. Le lundi, je vais mettre sur Classroom la collection détaillée. Et on va faire comme ça pour la plupart des exercices. Parce que la modélisation, il faut la travailler. D'accord? Donc, vous avez eu l'occasion de faire tout l'exercice tout seul. Il y a des gens qui ont répondu et plusieurs avec des réponses correctes, extraordinaires, c'est bien. Pour les autres, donc, je vous donne cette indication principale et je vous laisse le soin de faire cet exercice-là. Je passe à un autre exemple. Je passe à un autre exemple. Donc, l'exemple 3. Maintenant, on va passer au problème. On a dit que les problèmes sont généralement d'une difficulté plus importante, un peu plus élevée, je vais dire, que des exemples et les exercices qu'on a. Peut-être aujourd'hui, je vais mettre les corrections, mais pour les gens qui n'ont pas fait les exercices avant, donc, je les conseille de regarder, d'essayer de corriger l'exercice avant de voir la correction. D'accord? Voir un exercice corrigé, c'est vraiment 3 fois rien. Ça vous donnera rien du tout comme plus. Parce que tout l'art, c'est comment modéliser et non pas comment lire une correction. Mais on va commencer par ce problème-là, service d'employé. On va le prendre directement sur l'espace de travail. On va en discuter cette fois-ci. Nouvelle page, voilà. Mais à essayer. Je vous écoute. Vous avez l'énoncé devant vous. Vous avez l'énoncé. Et on va essayer de le modéliser ensemble. Alors, qui va avoir l'honneur d'être le premier à prendre la parole? Vous avez le problème devant vous. Même pour les gens qui ont essayé de faire, parce que je pense il y a eu, bon, je pense qu'il y a un qui a plus ou moins fait toutes les contraintes et n'a pas réussi la fonction objective. Il y a d'autres qui n'ont pas réussi les variables de décision. Et si on ne réussit pas les variables de décision, donc c'est automatiquement que la fonction objective et les contraintes ne sont pas bien définies. Parce que comme on a dit, la composante
Il y a trois composantes principales, mais la clé de la modélisation, ce sont les variables de décision. Qu'est-ce qu'on peut décider ou qu'est-ce qu'on veut optimiser dans cet exemple-là? Aïda, je vous écoute, on va faire un échange avant d'écrire. Donc, si je vais commencer à analyser, donc je vais lire à haute voix avec vous et vous allez me dire, on va le faire ensemble, qu'est-ce qu'on contrôle, qu'est-ce qu'on contrôle pas. Et en même temps, donc il y a trois informations pertinentes. La première information, l'ordre n'est pas important, bien sûr, mais les trois composantes sont les variables de décision, la fonction objectif et les contraintes. Mais pour écrire un modèle, il faut commencer par bien définir les variables de décision. Donc, si je regarde ici, alors, on considère un lieu de travail où il existe des besoins quotidiens en ouvriers. Les besoins en nombre d'ouvriers par jour sont donnés par le tableau suivant. Le lundi, on a besoin de 18 ouvriers, mardi 13, etc. Quelques restrictions. Il faut que tout ouvrier soit engagé à plein temps. Première information. Chaque ouvrier travaille 5 jours consécutifs. Il se repose 2 jours. Est-ce que je contrôle cette information? Est-ce que je peux la faire varier? Est-ce que je peux modifier quelque chose dans cette information-là? Pourquoi? Parce que si le lundi, j'aurais besoin de 18 ouvriers, le mardi 13, donc plus ou moins, euh, je vais libérer 5 ouvriers, et puis le mardi 16, donc je vais recruter, voilà, engager 3 autres de plus, et le jeudi 19, donc je vais libérer 3, passer au vendredi 12, année, je vais engager 3 de plus, année, je dois libérer 7, engager 4 de plus, libérer 5, vous voyez, donc là, le nombre, il varie une fois, il descend une fois, ou bien une fois il diminue, une fois il augmente. Comment faire face à cela si vous avez une contrainte que un ouvrier travaille 5 jours consécutifs? Vous voyez? Donc de là, c'est la première information pertinente. Chaque ouvrier travaille 5 jours consécutifs et se repose 2 jours. Et puis, on nous parle du salaire. Le travail durant les samedis et les dimanches doit être payé 2 fois plus que le travail durant le reste des jours. Le salaire par jour s'élève à 100 dinars. Allez, un jour ouvrable, du lundi au vendredi. Pour chaque jour travaillé, l'ouvrier touche 100 dinars ou bien reçoit 100 dinars. S'il travaille le samedi, il va on peut recevoir 200 dinars. Même chose pour le dimanche. Et maintenant, on vous demande de déterminer le programme linéaire qui aidera. On se rappelle bien que la programmation linéaire, c'est un outil d'aide à la décision qui aidera le directeur de ressources humaines à prendre les bonnes décisions. Déterminer le programme linéaire qui aidera le DRH à prendre les bonnes décisions. Quelles seraient les bonnes décisions pour un directeur de ressources humaines? هاي هيك نبدأ نشجع فيكم باش تتكلموا. Alors, je vais commencer par demander à une liste هي عندي. نسيين عبد الكريم، نسيين يعطينا هكا ce que vous voulez. Une idée اللي انت معناها عندك d'après l'analyse de ce problème-là, que ce soit des variables de décision, fonction objective, contrainte, tout ce que vous voulez. نسيين. Apparemment, Nissim ne nous écoute pas.
Alors, je passe à Beheddin. Oui, monsieur. Behe. Euh, Oui, Normalement, minimiser le taux de salaire et engager le plus d'ouvriers. voilà, donc Beheddin nous dit que le directeur de ressources humaines n'est pas un syndicaliste. D'accord. Donc, son souci à lui, c'est de minimiser la paye globale. Donc, l'argent qu'il va payer pour avoir ce nombre d'ouvriers comme indiqué ici, donc pour respecter la cahier de charge, on va dire, donné par ce tableau-là, il va minimiser la paye globale. D'accord? Donc, il va minimiser la somme des salaires de tous les ouvriers. Personnellement, je suis d'accord avec vous. Et je mets, s'il vous plaît, je vois parfois quand je commence à interroger les gens, il y a des gens qui quittent, voilà, qui quittent la réunion. Pourquoi vous quittez la réunion? Ce n'est ni examen, ni rien du tout. Ah, il y avait pas mal de revenants quand même. Donc, c'est juste pour que le cours ait une interactivité. Mais alors, notre objectif serait donc de minimiser la paye globale. Maintenant, c'est une composante. Qu'est-ce qu'on contrôle, unitaire, ou là, qu'est-ce qu'on ne contrôle pas? Je connais bien la parole, qui veut prendre la parole pour ou bien nous dire qu'est-ce qu'on contrôle, ou bien nous dire qu'est-ce qu'on ne contrôle pas dans les données de ce problème. monsieur. réفléchissي. استنى لحظة شوية خلينا نلقى اسمك. الميكرو بتاعك محلول قاعد حلوا الميكرو pour connaître. Voilà. Mahdi, Mahdi Donc, Khalid. Mehdi. Ah, ici, Mehdi, vous allez commencer par ce que vous contrôlez ou bien ce qu'on ne contrôle pas. Ce qu'on ne contrôle pas ou forme un petit souci, man. Allez-y, demandez si vous avez une question. Ben, ce qu'on contrôle pas, c'est le nombre d'ouvriers, man. Et regardez, je vais prendre la couleur jaune et je vais prendre ce qu'on ne contrôle pas. Donc, ce qu'on ne contrôle pas, c'est le nombre des ouvriers. Donc, Mhm. c'est cette ligne-là. Bon, je vais la mettre en jaune. C'est ce que j'ai bien dit. Donc, on ne contrôle pas le nombre d'ouvriers par jour. C'est-à-dire, en jaune, ce qu'on ne contrôle pas. Très bien. Qu'est-ce qu'on ne contrôle pas encore? Monsieur, une petite remarque d'abord. Vous avez dit que chaque ouvrier travaille 5 jours consécutifs et il Oui, se repose 2 jours de suite. voilà, oui, Alors, oui. s'il y a 18 ouvriers le lundi qui ont travaillé, le mardi, normalement, on trouve aussi 18, ou bien Ça le peut, dimanche. on peut trouver 18 comme on peut ne pas trouver 18. Vous allez voir quand on va modéliser que les deux solutions sont possibles, oui. Mais est-ce qu'on contrôle cette information-là? On ne le contrôle pas. Vous venez de le dire que le nombre d'ouvriers, c'est une cahier de charge. D'accord? Donc, on est une société de services. L'entreprise mère, elle va envoyer ou lancer un appel d'offres et elle va prendre l'offre la moins disante, celle qui va respecter le nombre d'ouvriers par jour et qui serait le moins disant avec un minimum de salaire. On va adopter sa solution. Donc, on ne contrôle pas Mehdi Monsieur, et le 18 et le 13, on doit faire avec, oui. on contrôle la répartition des ouvriers les jours de la semaine. Là, vous voulez parler, qu'est-ce qu'on contrôle, hein, Kaolé? Aïe. Qu'est-ce qu'on contrôle? Donc, on contrôle le nombre d'ouvriers qui travaillent. Ou qu'est-ce que je vais souligner? Quelle ligne? C'est pas comme on est. Mais on le contrôle, c'est vrai. Est-ce que, puisqu'on le contrôle, on doit l'écrire sous forme où l'on va définir des variables de décision qui vont dire ce que vous pensez qu'on contrôle, hein, parce que les choses qu'on contrôle, on peut prendre des décisions les concernant. Quelle serait la décision pour exprimer qu'on contrôle le nombre d'ouvriers
qui travaille le jour, tel jour de la semaine. Alors, comment on va l'exprimer? Soit, combien on aura besoin de variables de décision? Ah oui, une autre information qui peut nous aider à modéliser. Donc, votre camarade vient de dire qu'on contrôle les gens qui vont travailler tel jour de la semaine. À Kaolé, oui, on contrôle. On peut planifier. On a le planning, on peut l'équipe A, مثلا 10 فلان وفلان وفلان, ils vont travailler le lundi. L'équipe 2 vont travailler le mardi, etc. Combien peut attendre de variables de décision? 7, monsieur, normalement. Combien? 3. Parlez 7, en français, s'il vous plaît. 7, 7. Ah, oui. c'est très bien. Quelles sont ces 7 variables de décision? Atina, c'est quoi? Alors, X et Y, ça va être quoi? Et Y varie entre 1 et 7. Parce qu'il y a 7 jours dans la semaine. C'est quoi le X et Y? C'est le nombre, Le nombre d'employés dans le jour X, lundi au mardi. le nombre d'ouvriers qui commencent, et ça c'est très important, le mot commence, leurs travaux, leurs travaux, le ième jour de la semaine, ou bien on va dire le jour I de la semaine. Le jour I de la semaine. Voilà. Et c'est primordial parce que, comme on a dit, si on réussit bien la variable de décision, donc X, c'est le nombre d'ouvriers qui commencent leurs travaux, le, le- leurs travaux le jour I de la semaine. Bien sûr, on a 7 jours dans la semaine, donc je vais ajouter un inférieur ou égal à I, inférieur ou égal à 7. D'accord? Donc, un des 7 jours de la semaine. Il y a juste une précision. X1 va être égal à quoi? Par convention, on peut choisir X1 comme on veut. Qu'est-ce que vous allez choisir comme X1? Est-ce que c'est le lundi, mardi? Alors, hein, on va dire que X1, pour nous, il correspond à lundi. Puisque là, puisque le tableau commence par lundi, donc on va plus ou moins respecter RD. Voilà. Donc, on vient de définir les variables de décision. Donc, essayez maintenant d'utiliser ces variables de décision pour ou bien écrire la fonction objectif ou bien écrire les contraintes. Donc, variable de décision, et on va la minimiser un tout petit peu. Voilà. Donc, on a cette variable de décision. Avec c'est à qui, celui qui n'est pas d'accord avec ces variables de décision, ils peuvent nous donner son idée. Pour ceux qui sont d'accord, puisque ce sont les variables de décision, et on a dit à l'aide de ces variables de décision, on peut exprimer la fonction objectif et les contraintes, essayez d'exprimer ou bien la fonction objectif ou bien les contraintes. Et vous allez voir, ici, on est libre. On est à l'ordre, une fois qu'on a défini les variables de décision, n'est pas important. Je peux ensuite commencer par les variables de décision, comme je peux commencer par la fonction objectif. C'est possible de faire l'une ou l'autre. Ah, c'est dit, je connais, il pousse un peu, là. Je connais, il nous fait avancer encore plus. Ah oui, non, mais les bonnes idées. Hmm. Alors, je vais commencer, puisqu'il n'a pas d'idée, voilà, je vous propose de commencer par les contraintes. Je vous propose de commencer par les contraintes. D'après le tableau, combien on a de contraintes?
on aura 7 contraintes. Parce que les contraintes, ils vont être le nombre d'employés présents chaque jour. X1, plutôt le lundi, il faut que le nombre d'employés présents soit supérieur ou égal à 18. Pourquoi je ne vais pas mettre l'égalité? Parce que si je vais mettre égal 18 et après pour le mardi égal 13, pour le mercredi égal 16, ça peut être contradictoire avec le fait que chaque ouvrier travaille 5 jours consécutifs. D'accord? Donc celui qui va commencer le lundi, je ne peux pas le libérer le mardi, puisqu'il n'a pas travaillé 5 jours. Je ne peux le libérer que après avoir travaillé 5 jours. Donc, il commence le lundi, il sera présent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ça fait 5 jours. Et il va se reposer samedi, dimanche. Donc, si je vais mettre des égalités, je ne peux pas respecter cette contrainte-là. Alors, quelle serait la contrainte pour le lundi? Donc, je sais que pour le lundi, le nombre d'employés doit être supérieur ou égal à 18. D'accord? La question, là, qui est plus ou moins simple à arriver à ce stade. Qui sera présent le lundi? 18 ouvriers. Et qui sont ces 18 ouvriers? Est-ce que, مثلا, si je suis dans le service financier, je vais payer les gens qui ont commencé leurs travaux le lundi? Je vais payer qui? Il faut les définir avec les XI internes. Est-ce que Ceux X1, qui ont commencé le jeudi ou le vendredi, samedi, dimanche. très bien. Donc, ceux qui ont commencé, je vais pour avoir une méthodologie de créer toutes les contraintes, les 7 contraintes, donc je vais commencer à écrire comme ça. Alors, ceux qui ont commencé, je vais commencer par X1 pour dire que là, je me focalise sur le lundi. Qui sera présent le lundi? Donc, ceux qui ont commencé le lundi, ou bien ceux qui ont commencé le dimanche. Donc, dimanche, c'est quoi là pour fixer des idées? Lequel lundi هو X1? C'est Oui, X7. X7, très bien. Voilà. Donc, je reviens ici, je vais commencer. Donc, plus donc X7, hein, X7 plus X6 plus X5 plus X4. Et donc, les gens qui seront présents le lundi. Et donc, les gens qui seront présents le lundi. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Qui est d'accord avec cette contrainte? Comment on a fait? Donc, qui sera... تفضلي. لازم supérieur ou égal à 18 هو tableau قال لي 18 égal au كهو. S'il vous plaît, parlez en français parce que je pense que dans votre groupe, on a des collègues qui ne comprennent pas en arabe et puis on va laisser l'enregistrement pour d'autres classes, donc on parle en français. Alors, vous dites pourquoi c'est pas égal? C'est pas égal, comme on a dit, parce qu'il y a la contrainte travail 5 jours consécutifs. Donc, s'il va commencer le lundi, il sera son premier jour. Je ne peux pas le libérer le mardi. S'il a commencé le lundi, il doit travailler 5 jours consécutifs. Donc, il travaillera jusqu'au vendredi. Ça, c'est une obligation. Et ces obligations existent dans la vie professionnelle. Il y en a plusieurs exemples. Par exemple, les gens qui travaillent sur les plateformes pétrolières, dans l'océan, bien dans l'Atlantique, etc. Donc, on ne va pas lui donner à se reposer quand il est au bord de la mer. Une fois, il va travailler un nombre de jours consécutifs, et puis par hélicoptère, on va le déposer sur Terre pour aller passer ses vacances et revenir. D'accord? Et même dans les emplois du temps, dans plusieurs travaux, il y a la contrainte de travailler 5 jours consécutifs. Mais, alors,
Sana, je vais expliquer pourquoi. Alors, j'ai commencé le lundi. Qui sera présent le lundi? Celui qui a commencé le dimanche, il sera présent. Pourquoi? Parce que le lundi sera son deuxième jour de travail. Il commence le dimanche, il va travailler le dimanche je sais pas, jusqu'à jeudi, on peut dire. Celui qui a travaillé le samedi, a commencé à travailler le samedi, il va travailler 5 jours. Donc, un, deux, il sera présent le mardi. Vendredi, kiff kiff. Le lundi sera son quatrième jour de travail. Et ceux qui ont commencé le jeudi, le lundi sera leur cinquième jour de travail. Donc, tous ces gens-là seront présents le lundi. C'est ce qu'on a écrit. Et maintenant, on va faire la même chose. Donc, qui sera présent après le lundi? Bon, j'ai besoin de cette contrainte, je vais déplacer les contraintes ici. C'est Ah, ceux qui oui, commençaient le travail le vendredi. oui. Ceux qui ont commencé leurs travaux le vendredi, ils seront présents. Je dois me débrouiller. Ils seront présents 5 jours. Donc, s'ils ont commencé leurs travaux le vendredi, jusqu'à quand ils seront présents? Jusqu'à quel jour? Jusqu'à lundi. Non, même plus. Parce que Jusqu'à vendredi, jusqu'à Jusqu'à mardi. mardi. ouais, d'accord? Donc, maintenant, on va s'intéresser aux gens qui seront présents donc, j'ai bien juste pour séparer, quoi, parce que les contraintes, on a 7 contraintes. Alors, allez, réfléchissez, ou essayez de l'écrire sur votre cahier. Bon, je vous donne 3, 4 minutes pour tout le monde essayer d'écrire la contrainte du mardi. Comme ça, essayez d'écrire la contrainte de mardi sur votre cahier, on va la corriger. Mais avant cela, Madame, vous essayez pour voir est-ce que ça va. Vous avez réussi, madame, vous avez compris comment on écrit les contraintes. Donc, elle dit, c'est la contrainte du lundi. Comment je vais passer du lundi au mardi? Et essayer de trouver une méthode, une façon méthodique pour écrire les contraintes. Parce que si à chaque fois qu'on va tâtonner, voir le tableau ou répéter le raisonnement à zéro, ça va nous prendre du temps. Donc, contrainte du lundi, essayez de trouver une façon, une méthode pour écrire vite fait les autres contraintes. Qui a terminé veut nous dire quelle serait la contrainte du mardi. Donc, le mardi, il faut qu'il y ait au Un moins, plus X2 X, monsieur, oui, allez-y, plus euh, vas-y, X1, vas-y. oui, X1, X5, oui. X6, X7. Mais regardez-moi comment j'ai fait. Regardez, j'y vais net. J'ai ajouté X2 au début. Pourquoi? Pour indiquer que je vais travailler le mardi. Et j'ai gardé la même suite. Pourquoi? Parce qu'elle est ordonnée. C'est pour le lundi. Ceux qui ont commencé le dimanche, le lundi sera leur deuxième jour de travail. Ceux qui ont commencé le X4, le jeudi, le lundi sera leur cinquième jour de travail. Donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ajouté X2 en premier lieu pour dire que maintenant je suis passé au mardi. Et bien sûr, pour être correct, je dois éliminer ceux qui ont commencé à travailler le jeudi parce que le mardi ne seront plus là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté le jour, le mardi en premier lieu, et j'ai éliminé le X4. Vous voyez? Donc, rapidement, je trouve la deuxième contrainte du mardi. Je ne sais pas ce que vous avez compris. Si vous avez compris, essayez d'écrire la contrainte du mercredi. Ça doit être vite fait. Contrainte du mercredi. Alors, je vais répéter le principe. Si je vais au mercredi, je vais ajouter le mercredi en premier lieu, donc X fois plus
et je vais enlever ceux qui ont commencé à travailler le cinquième jour de la semaine, donc la dernière composante, et je vais venir rectifier 16. Est-ce que c'est clair? Si oui, normalement, vous êtes capable de créer toutes les Oui, c'est bien. contraintes. Voilà. Donc, alors, on bat kiff. Donc, je reprends un LR, j'ajoute x4 au début et j'enlève le x6 parce que pour avoir 5 jours de travail, et là, je suis à 19. D'accord? Même astuce, j'ai l'année, j'ajoute x5 plus, et je vais éliminer le x7. Ils ne seront plus présents. Et là, je vais mettre un 12. Kiff. J'ajoute. Je vais les ordonner. On est arrivé à x6. Maintenant, j'ajoute x6 au début. Plus. Je n'ai pas écrit, je pense. Voilà. x6. Plus. J'enlève le x1. Et là, j'ai un 16. Tout le monde, écrivez la contrainte du dimanche. Écrivez-la, s'il vous plaît, sur vos cahiers. Comme ça, on va voir est-ce que vous avez compris, oui ou non. Chacun, il va avoir Robido. Est-ce qu'il a compris comment écrire les contraintes? Il y a une deuxième façon. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Une deuxième façon qui n'est pas mal. Alors, j'espère que vous avez terminé. Donc, je vous ai demandé d'écrire la contrainte du dimanche. Donc, la contrainte du dimanche, je vais commencer par le dimanche. Je vais dire x7. Donc, j'écris x7 plus. Donc, comparé au samedi, il n'y aura que les gens qui ont qui ont commencé à travailler le deuxième jour de la semaine, c'est-à-dire mardi, qui ne seront pas présents. D'accord? Donc, je vais les éliminer. C'était la dernière composante. Et là, je vais rectifier 11. Et voilà, j'ai 11. Et là, j'ai mes 7 contraintes pour les 7 jours de la semaine. Juste, je dois ajouter que xi ne peut pas être négatif. Il est supérieur ou égal à 0 pour i donc égale 1 jusqu'à 7. Voilà. Et comme ça, j'ai terminé les contraintes du problème. Je vais mettre une accolade pour dire que je dois respecter donc toutes ces contraintes. La solution, c'est un septuplé, d'accord? Donc, entre parenthèses, je dois avoir cette valeur. Elle représente respectivement x1 jusqu'à x7, entre parenthèses séparées par virgule, parce que c'est ordonné, qui vérifie toutes les contraintes et en même temps qui maximise la valeur de la fonction objectif. Quelle serait ma fonction objectif? Donc, fonction objectif. Qui va nous donner la fonction objectif? Quelle serait notre fonction objectif? Donc, si je vais me rappeler la discussion, on a dit que le directeur de ce sommet de minimiser la paix globale. Il veut Monsieur, minimiser. Oui, allez-y. somme de i est égal à 1 à 5 fois 50 plus, 50. euh, plus 50, égal c'est quoi?
300, monsieur, 300. Voilà. fois 100. Donc, regardez, pour se mettre, pour fixer les idées, pour parler de la même chose. Puisqu'il travaille 5 jours, chaque ouvrier travaille 5 jours consécutifs et se repose 2 jours, donc il est payé par semaine. On va lui calculer le salaire d'un ouvrier pour une semaine, pour 7 jours consécutifs. Donc, quelles seront les possibilités de salaire pour les ouvriers? Des salaires par semaine, hebdomadaire. D'accord? On va calculer des salaires hebdomadaires, puisqu'on nous parle de 7 jours dans une semaine. Alors, par semaine, un ouvrier, il touche combien? Tu des chiffres, hein? Il ne va pas toucher 100 500 ou dinars, bien 700. 500 ou bien 700. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre camarade? 500 ou, Non, monsieur, 500 ou bien 900 Ah, vous dites 500, ou 900. 500 ou 900. Eh? Mais j'ai d'autres possibilités. 250 ou bien 450. Alors, minimiser Z égale. Donc, on a plusieurs possibilités. Allez, je mets après ceux qui sont en train d'écouter, essayez de prendre position. Vous avez Soit dit que 500, soit 600, soit 700. Allez, c'est une autre proposition. Alors, soit 500, soit 900, soit donc il y avait plusieurs propositions. Donc, regardez, je vais vous demander d'écrire sur le chat chacun une proposition. D'accord? Écrivez sur le chat, je vais regarder vos messages. Vous avez entendu vos collègues, donc ou bien vous allez choisir l'une des options, l'une des propositions faites par vos collègues, ou bien vous allez vous-même donner une autre possibilité. Donc, la question est, quels seront les salaires hebdomadaires possibles pour des ouvriers? Allez, 2 minutes et je regarde. Allez, je regarde donc les chats. J'espère que je vais trouver que tout le monde a participé. Google Tiana. Voilà. Alors, les chats, Ah, très bien. Alors, 500, 700, 900. 500, 700, 900. 500, 600, 700. 500 ou 700. Allez, les autres, allez, prenez une position. Vous avez des propositions devant vous, ou bien vous adhérez à une de ces propositions-là, ou bien vous allez en proposer une autre. Allez, les autres, oui, non. Vous venez de venir, donc, baby. La question, c'est, je ne sais pas, est-ce que vous étiez présente avant les. Donc, la question, c'est de proposer les salaires hebdomadaires possibles. Allez, oui. Allez, je mets. الأغلبية الصامتة. Hein? ثم الأغلبية الصامتة, c'est vous alors, la majorité que ne participe pas ni dans les élections, ni elles ne prennent jamais des positions. Hein? Et alors, donc, on a trois propositions, je vois 500, 700, 900, elle, 500, 600, 700, ou bien 500, 700, ou bien 500, 600, 700. أنا هي أكثر واحدة تعاودت. Je vais voir 500, 700, 900, je pense. Mais alors, on revient et on va écrire. Allez, il y a un d'une proposition, il la défend un tout petit peu. Qui veut défendre, مثلا, 500, 900? Vous allez dire une proposition ce matin. Je connais d'accord avec la proposition de il la défend un tout petit peu pour dire que voilà pourquoi j'ai proposé comme ça. Allez, je connais. Allez, les trois ou les quatre propositions.
il va travailler seulement 5 jours ou le samedi et le dimanche, maanaam les 5 jours avec le samedi et le dimanche. Donc, Donc, 500 plus 200 plus 400 t'as samedi ou dimanche. alors, regardez. Ouais, il travaille 5 jours de suite. D'accord. Les 500, il va la toucher. Pourquoi? Pourquoi il va être payé 500? Bah, t'en as genre 400. 500, c'est- comment vous avez calculé 500? Il travaille de lundi jusqu'à vendredi. Donc, il a travaillé 5 jours. Il va toucher 500. Et le 400, Oui. alors comment il va la toucher, ce 400? Il faut Salaire, 500 plus. Mais s'il a travaillé du lundi au vendredi, il a travaillé 5 jours. Donc, il doit se reposer 2 jours. Donc, il ne peut pas toucher 500 plus 400. Il ne peut pas les toucher en même temps. S'il a touché 500 parce qu'il a travaillé 5 jours ouvrables, donc il ne va pas travailler le week-end. Parce que là, on nous dit chaque ouvrier travaille 5 jours consécutifs, de lundi au vendredi, ça fait 5, il se repose 2 jours. Donc le RDL 900, a priori, c'est à éliminer. Qui peut gagner 500? Hein? Qui peut gagner 500 dinars? Lorsqu'il commence du lundi vers vendredi. Donc, il commence le lundi ou a-t-il une autre possibilité? Non. Ceux qui vont commencer leurs travaux le lundi, ils vont travailler du lundi au vendredi, donc aucun jour dans le week-end, donc ils vont toucher 100 fois 5, ça fait 500. Quelle est l'autre possibilité, hein? À part 500, je mets à la 600. main des 600. Qui va toucher 600, hein? Celui qui travaille un seul jour du week-end. C'est-à-dire, attendez, les XI, comment on Euh, les a définis? du mardi au samedi, par exemple, ou du dimanche au jeudi, Donc, si je vais écrire X2 plus combien? plus X3, plus X4, plus Là, X5, là, plus X6. là, là. Attends, Ah, X3, plus X7, plus X7. très bien, plus X7. هنا فهمنا. Plus X7. Et il y aura ceux qui vont toucher 700 dinars. Qui va toucher 700 dinars? X3, X4, X5 et X6. Très bien. Voilà. Qui peut. Donc, premier chez Hajar, a priori, non? C'est notre fonction objectif. Donc, minimiser le salaire global, c'est minimiser cette écriture-là. Voilà. Qui n'est pas d'accord, ou là, il veut rendre un commentaire, ou la hache. Bien. Alors, je vais revenir vers le chapitre vert. Bon, donc, dans cet exemple-là, l'investissement, on a 5 années. Donc, formuler un programme linéaire qui maximise le capital du financier à la fin de la 5e année. Donc, on a 5 années. On a 3 possibilités. Donc, par rapport à la première, par exemple, chaque dinar investi en action rapporte 1,2 dinar après un an. Donc, combien de fois je peux investir en action? 5 fois. Le début de la première année, le début de la deuxième année, le début de la troisième année, etc. Donc, j'aurai besoin de 5 variables de décision juste pour les actions. Même chose pour les autres. Donc, on ne doit pas, des propositions que j'ai reçues, la plupart ont parlé d'une seule année. Or, on a un budget, un projet pour 5 ans, accordé pour 5 ans. Donc, l'idée, je vais lui donner une indication à l'élève. Je vais aller à la deuxième partie de ce cours-là. Donc,
Donc, les variables de décision, il faut définir trois variables de décision. Alors, XI est le montant investi en action au début de l'année I. Et on va considérer que le début, c'est le 1er janvier. Donc, on va considérer que le début, c'est toujours le 1er janvier. C'est-à-dire, l'investissement, il se réalise le 1er janvier de chaque année, même si c'est un jour férié, et le retour d'investissement se réalise le 31 décembre de chaque année. D'accord? Donc, de même, un des trois possibilités, donc, quel est ce que je contrôle? Donc, YI, c'est le montant investi en JFL en obligation au début de l'année I. D'accord? Et la troisième composante, c'est le montant investi. Donc, je vais l'appeler ZI. Pourquoi I à l'année? D'accord? Donc, Z1, c'est la première année. Z5, c'est les débuts de la 5e année. Dis-moi le 1er janvier de l'année. Donc, le dernier, c'est le bon de trésor. En bon de trésor. D'accord? Au début de l'année. Ou bien sûr, l'IMT pour les trois. Pour les trois, l'I, elle parcourt l'ensemble 1, 5. Donc, 1 inférieur ou égal à I, inférieur ou égal à 5. Donc, réellement, j'ai 15 variables de décision. J'ai 15 variables de décision. Bien sûr, quand je dis 15 variables de décision, ça veut dire que je prévois que quelques variables peuvent être égales à 0. Pourquoi? Parce que, مثلا, une contrainte, quand je vais lire ici, l'investissement en bons de trésor est possible à partir de la deuxième année. Donc, Z1 égale 0. Parce que je ne peux pas investir le 1er janvier de la première année. Je ne peux commencer à investir en bons de trésor qu'à partir du 1er janvier de la deuxième année. Donc, Z2. D'accord? Z1 sera égal à 0. Donc, elles ont les trois variables de décision. Vous allez écrire les contraintes. Vous allez avoir 5 contraintes, une contrainte pour chaque année. Et puis, vous allez essayer de formuler la fonction objectif. Kiff. Ça, c'est une indication. S'il y a des questions, allez-y. Je vais vous déposer la correction d'ici, on va dire, dimanche. D'accord? Les corrections détaillées, je vais les déposer. Mais un conseil, si vous n'avez pas essayé de le faire tout seul, c'est pas la peine de regarder la correction. Ça va pas vous apporter beaucoup de plus. Donc, essayez de prendre un stylo, réfléchir un tout petit peu. Je vous ai donné l'indication la plus pertinente, les variables de décision, voir comment vous allez écrire les 5 contraintes pour les 5 années, et puis quelle serait votre fonction objectif. Après avoir essayé, comparer avec la correction. S'il y a une chose qui n'est pas claire, vous pouvez ou bien revenir à l'un de vos collègues, ou bien revenir vers moi que je vais vous expliquer. D'accord? Mais je vais me limiter à cette partie-là et je vais commencer maintenant. Je vais commencer la deuxième partie liée à la classification des programmes linéaires. Donc, je passe à la deuxième partie, modélisation. Normalement, voilà. Et alors, je ne trouve pas la page de carte, je ne sais pas où elle est partie. Donc, c'est le chapitre modélisation, deuxième partie. Kiff, donc, notre souci majeur, c'est comment classifier les programmes linéaires. Et on va voir que la classification
se fait par rapport à la nature des variables de décision. Et là, je vais expliquer ça en plus de détails. Donc, quelle est la relation entre la nature de la variable, des variables de décision et la classification des problèmes? Eh bien, oui, on parlera de 3 types de programmes linéaires. Ou bien un programme linéaire continu, bon, je vais l'amener avec moi, une nouvelle page. Donc, ou bien programme linéaire dit continu. Qu'est-ce que ça veut dire programme linéaire continu? Eh bien, tout simplement, on va supposer que xi, elle est supérieure ou égale à 0. Contrainte de non-négativité, les ديما la dernière, les variables de décision interne sont supérieures ou égales à 0. Mais vous allez voir, il y a des cas qu'il faut donner plus de précision. On ne va pas se limiter à dire que xi est supérieur ou égal à 0. Ça, c'est vrai, elle ne peut pas être négative. Mais il y a des cas où la variable de décision doit être discrète, c'est-à-dire ou bien binaire ou bien entière. Donc, xi, elle appartient ou bien à n, un entier naturel. Je vais vous donner des exemples. Ou bien aussi, un cas plus particulier, c'est 0, 1. Donc, la variable, elle est binaire. Ou bien, bien sûr, on sait que les variables binaires sont des entiers. Donc, quand tu inclus un mais ce qui est important, c'est je vais dire que xi ne peut pas être égal à 2 ou à 4 ou à la elle ne peut prendre que deux valeurs, ou bien 0 ou bien 1. Quand je dis contenu, donc pour distinguer entre les deux, par exemple, x1 égale 3,4. C'est possible. Chiffre avec virgule. L'entière, je ne permets pas que les chiffres prennent des virgules. Elles doivent être des variables entières. Donc, le 4 elle n'est pas permise voler. D'accord? Pourquoi? Parce que, par exemple, comme le dernier exemple qu'on a corrigé, l'exemple des services d'employés. Est-ce qu'on peut admettre que x1, donc le nombre d'ouvriers qui commencent leurs travaux le lundi, est égal à 8,5? Ça n'a pas de sens. L'être humain, on ne peut pas le diviser. Donc, on peut admettre qu'il y a 8 qui commenceront leurs travaux le lundi, ou bien 20, ou bien 10, ou bien 14, mais pas des chiffres avec virgule. D'accord? Et le troisième problème, c'est ce qu'on appelle les problèmes mixtes. Problème mixte, c'est toute combinaison entre ces deux. C'est-à-dire une partie des variables de décision, elles peuvent être contenues dans des chiffres avec virgule, et d'autres ne peuvent être que entières ou la même binaire. D'accord? Donc, mon fil, qu'il y a une combinaison entre ces deux premiers. Donc là, on parlera des variables de problème linéaire mixte. Et là, je vais aller aux exemples pour voir cela. Alors, le premier exemple qu'on va faire, c'est un exemple très classique, mais qui regroupe vraiment une très grande classe de problèmes, ce qu'on appelle problème à sac à dos. Donc, vous avez l'énoncé devant vous. Comme d'habitude. Donc, l'objectif il est fixé. Comme d'habitude, donc notre souci serait de modéliser. Modéliser, ça veut dire définir les 3 composantes principales, à savoir les variables de décision, la fonction objectif et les contraintes. Allez, je vous laisse quelques minutes pour lire l'énoncé, me dire quel serait notre objectif, quelles seront nos variables de décision et quelles seront les contraintes à ce problème. Mais juste, je vais parler temps, donc je prévois que je vais finir à 11 heures. Mais alors, j'ai voulu parler avec Mehdi à la fin.
Thomas, je vois qu'il y a des gens qui sont ordonnés, donc ils ont déjà quitté la réunion. Parce que je vais vous donner une petite pause. Je vous laisse interactif pour travailler. D'accord. 1 heure et demie, je dois parler tout seul. C'est pas la bonne idée pour présenter un cours. Je veux que le cours soit interactif. Donc, vous avez vos cahiers près de vous, un stylo. Essayez de réfléchir. Bon, la fonction objectif, elle est définie ici. Voilà, la fonction objectif, c'est maximiser l'utilité pour un poids limité. L'utilité, on l'a calculé. Je ne sais pas comment on l'a calculé, mais voilà, on a des données. Ça veut dire, carte, on a jugé que le coefficient d'utilité est égal à 10. Son poids, c'est 200 grammes. Bien sûr, dans cet exemple, si on va se préparer à une randonnée, on a besoin de tous ces objets-là. Mais vu que la somme de leur poids, elle dépasse 3000 grammes, donc qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut plus mettre tous ces objets dans le sac à dos. On est en train de faire une randonnée, on ne se prépare pas à faire du commerce. Pourquoi je dis cela? Parce que maximum, on va prendre un objet de chaque. Il ne faut pas réfléchir que les cartes, enfin, map carte, elle a une utilité de 10, donc je vais remplir mon sac à dos avec des cartes. Ce n'est pas logique, dans le sens où si je vais aller à une randonnée, je vais avoir un sac à dos plein de cartes. Ce n'est pas la bonne idée. Une seule carte me suffit pour savoir où je suis. D'accord? Et le carte, elle vaut 10 parce qu'on va supposer qu'on va se balader dans des régions qui ne sont pas couvertes par le réseau. Sinon, notre téléphone, GPS, Google Maps, et le problème est résolu. Mais je vais vous accorder 10 minutes avant de corriger cet exemple. Pourquoi 10 minutes? Donc, vous pouvez prendre une petite pause et en même temps essayer d'apporter des éléments de réponse. On le corrigera dans 10 minutes.
Et donc, si on va revenir à cet exemple-là, qui a une idée sur les variables de décision, la fonction objectif et les contraintes. On fait le tri, monsieur, pour C'est-à-dire, l'utilité. c'est-à-dire, On trie les objets selon leur utilité. d'accord? Donc, quelle serait la variable de décision? Qu'est-ce que vous L'utilité. avez? Et donc, regardez, dans la variable de décision, il faut toujours donner un verbe d'action. D'accord? Donc, la variable de décision, c'est une décision que on va c'est une action. D'accord? Il faut qu'il ait un verbe. C'est quoi quand vous me dites la variable, une variable de décision, c'est l'utilité, il faut donner toute une phrase. Où est le verbe dans l'utilité? Que j'ai pas bien saisi. La variable de décision, c'est une action. La décision est une action. Il doit y avoir un verbe. Par exemple, pour le fleuriste, qu'est-ce qu'on a dit? Le nombre de bouquets de fleurs du type 1 à formuler ou la à composer. Donc, composer, c'est un verbe. L'exemple des employés. Le nombre d'employés qui commencent leurs travaux, qui commencent. Donc, il y a une action. Commencent leurs travaux. C'est une action. Donc, toujours, il faut exprimer la variable de décision en utilisant un verbe d'action. Quel est ce verbe-là? Donc, par exemple, X. C'est à combien on aura besoin de variables de décision? Toujours, peut nous aider Deux. à dire. Deux. Et Atini, c'est quoi les deux? Première Euh, variable, c'est quoi? je pense qu'on doit choisir. Verbe, c'est choisir. Oui, L'utilité, oui. les pas. C'est-à-dire, vous voulez dire peut-être que vous allez choisir les objets qui ont plus d'utilité. Parce Oui, que mais c'est ça. l'utilité, le coefficient d'utilité, je ne le contrôle pas. C'est une donnée pour moi. D'accord? Bon, là, vous avez commencé à réfléchir résolution. Pour réfléchir modélisation, on va dire XI, c'est, je vais retenir le mot choisir que vous avez dit. Donc, choisir, choisir ou bien même mettre dans le sac à dos l'objet I. Combien j'ai d'objets? J'ai 7 objets. Donc, une décision c'est mettre, je dois décider, est-ce que je vais mettre dans le sac à dos l'objet I, oui ou non? C'est-à-dire, XI, c'est-à-dire, XI, elle prend des valeurs binaires. XI appartient, apparte à, donc je vais ouvrir une paire, 0 et 1. 0 et 1. Encore une fois, je m'explique encore. Ça veut dire, là, je parle d'une action où je vais lui attribuer une valeur logique. X1, par exemple. X1, donc là, si je vais parler des XI, je vais entrer un compteur, donc année, je vais ajouter un compteur. Donc, mon compteur sera donc I1, IN, c'est l'objet 1, l'objet 2, etc., jusqu'à l'objet 7. Donc, j'ai cet objet. Donc, quand je dis, je dois ajouter ici que I varie entre 1 et 7. Donc, I, il est supérieur à 1. J'ai cet objet. Et là,
pour chaque objet, je vais décider est-ce que je vais le mettre dans le sac à dos, oui ou non. Donc, xi égale 0. Si oui, si je vais mettre l'objet i dans le sac à dos, et xi égale 1, l'axe, je m'excuse, c'est à l'envers. Donc, xi prend la valeur 1. Si je vais mettre l'objet i dans le sac à dos, donc la réponse cette fois sera oui. Et elle prendra 0 si je ne vais pas le mettre dans le sac à dos. Le mettre dans le sac à dos, c'est ce que vous avez dit, choisir. Choisir l'objet i, oui ou non. Donc, notre décision devant cet objet, c'est pour chaque objet, on va prendre une décision. Est-ce que cet objet, je vais le mettre dans le sac à dos que je vais utiliser pour mon randonnée, oui ou non? D'accord? Donc, x1 égale 1, par exemple, si je vais choisir les cartes. Je vais choisir la carte. Je vais la mettre dans mon sac à dos. Égale 0 sinon. Est-ce que c'est clair pour les variables de décision? Donc, les décisions, ici, dans ce problème, sont des décisions binaires qui prennent des valeurs binaires, 1 ou 0. Qui peut me donner quelle serait la fonction objectif ou bien les contraintes, comme vous voulez? Quelle serait ma fonction objectif? Oui? Monsieur, il ne doit pas passer les 3 kilos. Les objets ne doivent pas passer Donc, 3 kilos. ma contrainte, c'est de ne pas dépasser les 3000 grammes ou les 3 kilos. Bon. Alors, je vais l'écrire inférieur ou égal à 3000 grammes. Réelle contrainte, 3000. D'accord? Et puisque c'est une contrainte, je dois l'exprimer en fonction des variables de décision. Qu'est-ce qui ne doit pas dépasser les 3000 grammes? Le poids. La somme de poids des utilités. Voilà, la somme des poids des objets que je vais mettre dans le sac à dos. Comment je peux l'exprimer mathématiquement? La somme des poids De PX. des objets que je vais mettre dans le sac à dos. Oui? Donc, c'est la somme de WI, XI. Ah, j'ai pas écrit. Alors, c'est WI fois XI. XI. Encore une fois, ça n'a pas écrit. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, WI, cette fois-ci, c'est la bonne, fois XI ne doit pas dépasser les 700 grammes. Ok, ce n'est pas clair. Donc, pour que ça soit clair, c'est la contrainte, il faut définir c'est quoi le WI. Donc, puisqu'on parle, on a un compteur, donc je vais ajouter WI, c'est le poids de l'objet I. Donc, W1, c'est 200, W2, c'est 1500. Et là, je vais ajouter l'utilité pour ne pas écrire, donc je vais ajouter UI. Donc, U1, c'est l'utilité de l'objet 1 égale 1. Donc, il me suffit que d'ajouter la somme. Donc, la somme, c'est la somme. Ah, je vais alors, je vais la corriger. C'est la somme de I allant de 1 à 7. I allant de 1, j'ai 7 objets à 7. Voilà. Qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime, c'est réellement le poids des objets que je vais mettre dans le sac à dos. Donc, X1 a pour poids 200 grammes. W1 égale 200 grammes. Si X1 est choisi, donc sa valeur égale 1, je vais faire 1 fois 200 grammes. Et là, je sais que ça y est, j'ai 200 grammes dans ma sac à dos. Si l'objet 1 n'est pas choisi, donc X1 soit égal à 0. 0 fois 200 grammes, c'est égal à 0. Donc, je vais comptabiliser que le poids des objets que je vais mettre dans le sac à dos. Voilà. C'est ma contrainte. Comment je peux écrire ma fonction objectif maintenant? C'est ma contrainte. Contrainte.
Et c'est la contrainte. Fonction objective, bien sûr, Anne, je dois ajouter l'accolade intérieure, les contraintes, et je dois ajouter que xi, elle ne peut prendre que des valeurs binaires, donc xi, elle appartient à 0, 1. Voilà. Ça, j'ai terminé avec les contraintes. Je dois revenir à la fonction objectif. Ma fonction objectif, il veut que je maximise le profit. Comment je peux créer la fonction objectif en fonction des variables de décision? Alors, fonction objectif, je vous écoute. Quelle serait ma fonction objectif? Je vais l'écrire ici. Oui, Maximiser le taux d'utilité. très bien. Comment l'exprimer mathématiquement en utilisant mes variables de décision? Comment? Voilà, donc ce que vous dites est vrai. Je vais maximiser l'utilité. Donc, max z égale combien? Ben, z égale la somme des UI xi. Z égale la somme des UI xi où UI, c'est le... Allez, je vais écrire la somme. D'accord? La somme des UI xi où I est égal à 1. I allant de 1 à 7. Est-ce que c'est vrai ou non? Oui. Pourquoi? Parce qu'à titre d'exemple, si je vais choisir les indices, les objets d'indice pair, donc les gourdes, les pulls et les tops, quelle serait l'utilité donc? Puisque x1 égale 0, 0 fois 10, ça fait rien, donc x1 fois 0, 0 fois 10, ça fait rien. Donc après, x2 égale 1, dans l'exemple où je vais choisir les objets d'indice pair, donc 1 fois 7, ça fait 7. Plus 1 fois 6, ça fait 13. Plus 1 fois 4, ça fait 17. Donc, si je vais choisir que euh, les objets d'indice pair, je vais calculer cette somme, elle va me donner égal à 7. Pourquoi les xi sont égales ou bien 0 ou bien 1. 1, si l'objet i a été choisi, 0, c'est non. Et ça, c'est l'exemple de sac à dos. C'est notre premier exemple où on a utilisé des variables de décision binaires. On n'est plus dans la programmation continue, mais on est dans la programmation binaire. Oui ou non? Et on fera un deuxième et dernier exemple. Et comme ça, j'espère que vous allez avoir... Bon, allez. Quatre exemples que je ne vais pas corriger. Je vais vous laisser le soin de le faire à la maison. Après avoir fait tous les exemples contenus et programmation linéaire en nombre entier, essayez d'optimiser votre note d'examen. Vous avez un exercice. Quand vous allez le modéliser, vous allez trouver le modèle qui va vous donner votre note d'examen. Je vais déposer ce support de cours. Mais, c'est dit. Le dernier exercice que je vais faire, c'est cet exemple-là. Sur notre espace de travail. Donc, on va prendre cet exemple qu'on corrigera. Alors, c'est le deuxième exemple de modélisation qu'on va faire aujourd'hui. Une petite faute que je vais corriger moi-même. Vous pouvez tout seul s'en apercevoir. C'est quoi?
on a les 6 villes. Donc, les villes sont numérotées de 1 à 6. Et là, les coefficients, c'est le temps de conduite entre la ville I et la ville J. C'est pour cela qu'il y a un 0 sur la diagonale. Donc, le temps de conduite pour la ville 6 à la ville 6 égale 0. Mais si le temps de conduite de la ville 1 à la ville 6 égale 30, ça doit être le même pour si je conduis de la ville 5 à la ville 1. Donc, ou bien je vais rendre les deux 20, ou bien je vais choisir 30 et ça va être corrigé. Voilà. Donc, il y a 30 termes. Réalisez l'énoncé et dites-moi comment on peut modéliser ce problème. Alors, comment vous allez modéliser ce problème? Quelles sont mes variables de décision pour ce problème-là? Quelles seront nos variables de décision? Et combien de variables de décision on peut avoir? Allez, on fera une discussion orale. Après, je vais vous mettre le corrigé sur le casseur. Donc, je vous écoute. Quelles sont les variables de décision? Ou bien, au moins, quel est le nombre de variables de décision? Qu'est-ce qu'on peut décider ici? On revient à la question classique. Qu'est-ce qu'on peut décider? Alors, si on va analyser, j'ai 6 villes. Donc, le nombre de villes, il est là. La région veut construire le nombre minimum de casernes de pompiers et s'assurer qu'au moins une caserne de pompiers est près de 15 minutes de chaque ville. Les temps en minutes requis pour conduire entre les 6 villes sont donnés par le tableau suivant. Alors, la question, pour minimiser, donc on nous donne l'objectif clairement, la région veut construire le nombre minimum de casernes. Donc, elle veut minimiser le nombre minimum de casernes. Donc, quelle serait ma fonction objective? Ma fonction objective serait de minimiser le nombre de casernes. Donc, et ce que je peux décider, c'est au nombre de casernes. Comment? C'est-à-dire XI, c'est construire une caserne à la ville I. Construire une caserne à la ville I. Combien j'ai de villes? J'ai 6 villes. Donc, construire une caserne à la ville I. C'est une variable binaire. C'est une variable binaire. D'accord? Construire, donc je vais l'écrire en stylo. Alors, XI, elle appartient à l'ensemble 0, 1. Si elle est égale à 1, ça veut dire je vais décider de construire une caserne à la ville I. Si elle est égale à 0, ça veut dire je ne vais pas construire une caserne à la ville I. D'accord? I égale 1, 7. Combien? 1, 6. Là, j'ai 6 villes. I égale 1 jusqu'à 6. Voilà. Quelle serait ma fonction objective? Donc, ma fonction objective, c'est de minimiser
c'est de minimiser le nombre de casiers inconstruits. Donc, min Z égale le nombre de casiers inconstruits. Donc, c'est la somme des xi. Si je vais construire une ville dans chaque caserne, le x des xi vont être tous égaux à 1. Donc, je vais faire la somme de 1 à 6 de 1, je vais trouver 6. Si je ne vais pas construire aucune caserne, donc la somme égale 0. Y a-t-il une question? Donc, on a les variables de décision, on a notre fonction objectif. Il nous reste à déterminer les contraintes. Les contraintes. Bon, je vais vous dire que on aura besoin de 6 contraintes. 6 contraintes. Je vais vous laisser le choix de réfléchir à ces contraintes-là. Et je vous mettrai la correction sur le Classroom. Et j'espère que, comme j'ai dit tout à l'heure, ne regardez les corriger qu'après avoir réfléchi et écrit une proposition de solution. Écrivez votre proposition sur papier. Après, consultez la correction pour voir est-ce que vous avez trouvé la bonne réponse, oui ou non. Sinon, vous pouvez comprendre la correction tout seul. C'est bien. Sinon, vous pouvez discuter avec votre collègue. Et le troisième recours, c'est moi, donc je peux vous répondre à toutes vos suggestions. J'arrive à la fin de cette séance. J'espère que la semaine prochaine, on va se voir. Non, ils m'ont envoyé l'emploi, donc on va se voir le vendredi matin au lieu d'Esprit Razel, Inch'Allah. Donc, j'ai reçu mon emploi et ils vous ont gardé la matinée du vendredi. Donc, d'ici la semaine prochaine, on va se voir à Razel. Je vais rapidement revenir à vos questions si on a. Sinon, je vais commencer le chapitre numéro 3, les méthodes de résolution, la méthode de résolution graphique. Donc, on va commencer la deuxième phase du processus d'optimisation, à savoir donc, on va, à partir de la semaine prochaine, aller dans les méthodes de résolution pour trouver des solutions aux problèmes qu'on a formulés et vous donner les différentes méthodes de résolution, puisque dans notre planning, dans notre... voilà. Donc, après avoir terminé la modélisation, on va commencer les méthodes de résolution. On commencera par la méthode graphique et je vais donner plusieurs informations sur et les méthodes de résolution et quelques éléments de l'analyse post-optimale. Donc, sur le graphique, parce que c'est un moyen naturel de voir les choses, je vais toucher aux méthodes de résolution et de l'analyse post-optimale, c'est-à-dire l'interprétation et des choses comme ça. Mais, y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Alors, voilà, donc l'équipe qui a terminé ce cours-là, je vous remercie. Les autres, ils ont abandonné un tout petit peu. Merci pour votre présence et à la prochaine. Je vais mettre tous les documents à demain sur le classement. Merci beaucoup et au revoir.